Thèse sur la mémoire de la Shoah à Vladimir Jankélévitch, Paul Celan, Jean Améry et Georges Semprin. Paul Celan. Excuse-moi. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un essai intitulé « Que sont les Juifs pour la France ?», une lettre à Georges Semprin, disparu voici 10 ans, et une relation concernant Sadat et Begin. Marc Bedvéniste publiera notamment cette année une biographie du poète André Migdal, survivant de l'enfer concentrationnaire. Je te laisse ton discours. Chers amis, chers publics du CUM, bonjour, merci à Madame la Présidente Patricia Trojman d'avoir bien voulu me solliciter. Merci à vous d'être présents et merci à tous les autres intervenants qui sont pour la plupart des amis d'avoir répondu aussi à cette invitation. Mais je dois dire que je ne pouvais pas rêver meilleure introduction puisque Vladimir Jankélévitch est le philosophe de l'ipséité de l'un que la précédente intervention de mon camarade Laloux, et puis le fait d'entendre l'abjecte expression de ce régime de Vichy va nous permettre de nous mettre en situation de manière très sérieuse avec Vladimir Jankélévitch, qui lui aussi, on va le voir, eut plus que maille à partir avec l'occupant, avec les nazis, avec l'enfer concentrationnaire, et surtout avec les tentatives fâcheuses, nombreuses et répétées d'oubli, de blanchiment de la mémoire. Alors Vladimir Jankélévitch est né de parents russes qui ont fui les pogroms russes et qui sont tous les deux des médecins, et dont le père est le premier traducteur en français de Sigmund Freud. Il a tout lui-même pour être un monsieur terriblement sérieux. Il est d'ailleurs reçu premier à l'agrégation de philosophie, 1926. Il est lieutenant d'infanterie, blessé au combat, et il reste dans nos mémoires comme l'inoubliable titulaire de la chaire de philosophie morale à la Sorbonne. Voilà qui fait effectivement du poids, du sérieux, et quand on connaît le lien entre le poids et le sérieux, on se retrouve parfaitement. On ne voit jamais rire Vladimir Jankélévitch, ce qu'a suggéré Patricia, et on peut s'appuyer sur ses enseignements, parce que ses paroles revêtent toujours leur poids de gravité intellectuelle. D'ailleurs, lui-même insiste pour qu'on prononce Jankélévitch, et non pas Jankélévitch, comme si son prénom était Jean, parce qu'il se sent et se veut parfaitement, totalement français, amoureux fidèle d'une France dont il sera un pilier dans l'emploi et le maniement de la langue, à la fois élégante, souple et puissamment porteuse de métaphysique, de musicalité et de respect absolu pour la mémoire. La langue est un outil pour la mémoire. Oui, il évoque cette bonne mémoire qui fait obstacle aux faussaires de tout genre. Jankélévitch est si sérieusement français que l'abject régime de Vichy va s'en prendre à lui et s'y prendre à deux fois pour affirmer le contraire. Quel dogmatisme syntagme dont on retiendra ici la première syllabe. Les dogmes de la collaboration appliquent leur méthode sans recul, si ce n'est celui du canon de leur revolver. Observons la méthode du régime conduit par Pétain. Pendant que Jankélévitch est sur son lit d'hôpital à Marmande, blessé au combat durant la guerre sous l'uniforme français, il est révoqué de l'enseignement le 18 juillet 1940. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nationalité française à titre originaire. Quelle magnifique trouvaille dont on avait oublié de nous parler dans les récentes tentatives de réhabilitation du régime de Pétain. Ne pas être français à titre originaire. Il est français, certes, mais c'est donc la raison pour laquelle on le prive d'enseigner et on prive ses élèves de recevoir son enseignement. Et ce n'est pas tout, pour être tout à fait sûr de se débarrasser d'un élément aussi indésirable et en sachant les motifs chancelants, le régime de collaboration empressée au service de l'occupant le destitue une seconde fois, en vertu, si j'ose dire,
du statut des Juifs de décembre 1940, en vertu précisément de ces dispositions en vigueur, comme on les appelait autrement, faute de quelconque légitimité, suffisamment sérieuse pour envoyer plus de 76 000 Juifs présents sur le sol de France en déportation. Vladimir Jankélévitch écrira, 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, je cite, « Le ciment du moi et de la loi n'est donc plus la béatitude statique, mais la transitive, la provisoire et laborieuse douleur, la douleur où nul n'est jamais installé et qui est plutôt un stage temporaire. La douleur représente pour tous les hommes le temps des épreuves et les années de pèlerinage. La douleur, c'est pour reprendre le mot du célèbre roman d'Alexis Tolstoï, le cheminement parmi les tourments. » Dès les premières lignes de cet ouvrage intitulé « Les vertus et l'amour », Jankélévitch, ancien résistant, qui n'hésite pas à continuer d'enseigner dans la clandestinité dans un café du Capitole à Toulouse, pose son premier acte ironique. Comme il l'affirme, par la grâce de l'ironie, le même n'est plus tout à fait le même, mais un autre. Ce pouvoir d'agir, per contrarium, nous donne le temps à nous-mêmes de délibérer. Notre premier mouvement est de prendre les récits au sérieux, et notre second mouvement, c'est de contester l'évidence. Jankélévitch délivre dans la clandestinité, c'est-à-dire qu'il partage le même destin avec un clan, clandestinité. Quel est ce clan? C'est celui du savoir. Eh bien, partage ses premiers cours sur la mort, car on n'interrompt pas, par le simple fait du nazisme, si j'ose dire, une vocation aussi sérieuse que celle de l'enseignement. Il arrime sa pensée de la manière suivante, je le cite, « Il y aurait entre le relativisme de l'effort et l'absolutisme de la perfection une relativité absolue qui est la vertu même. Relativité absolue, nous sommes au cœur de l'ironie. » Est-ce la raison pour laquelle le digne professeur, digne s'oppose à sérieux, grâce à la notion de décence, comme inséparable de ce que Jankélévitch nomme l'hominité de l'homme, le caractère propre de l'homme? Eh bien, est-ce la raison pour laquelle le digne professeur va plus que sympathiser avec le mouvement étudiant de mai 68? Il faut dire que la relation avec l'enseignement actif débuté en 1927 lui procure des joies innombrables, notamment celle de sa relation avec les étudiants. L'une d'elles, c'est précisément de voir se presser à la Sorbonne, dès 8 heures du matin, une foule d'étudiants assez souvent lève tard. Jankélévitch déambule sur l'estrade en égrénant avec clarté et génie ses leçons nullement improvisées, immensément travaillées par la réflexion et l'érudition, qu'il dicte au fur et à mesure qu'il déchiffre lui-même sa propre pensée. Déchiffrer résume également son rapport au piano, qu'il pratique avec aisance et maîtrise. Chaque jour, dans l'appartement du 1 quai des Fleurs, à Paris, il s'installe à son instrument et se saisit pendant une demi-heure de partitions qu'il découvre et qu'il ne jouera plus jamais. Est-ce bien sérieux? Quelqu'un de posé jouerait obstinément des impromptus de Schubert pendant précisément 1 heure. Mais Jankélévitch ajoute: il s'en faut pourtant que l'idée de la vertu soit exempte de tout ridicule et de toute présomption. À ce titre, Jankélévitch, qui ne veut plus entendre parler ni de musique allemande, ni de philosophie allemande, ni de langue allemande, distribue subtilement l'irréversible et l'imprescriptible. Dans le premier volume du Je ne sais quoi et presque rien, il affirme que l'irréversible n'aurait lui-même aucune signification occasionnelle sans la conjoncture. Or, c'est face à la tentative de prescriptibilité du crime nazi au mi-temps des années 60 que Jankélévitch va affirmer son action face à l'esprit de sérieux, du très sérieux, du moment. Brusquement, Jankélévitch, qui se définit comme philosophe, musicien ou musicien-philosophe, métaphysicien et moraliste, laisse férocement la place aux mémorialistes intransigeants, inflexibles et vigilants.
Il répond lui-même à sa propre convocation en affirmant « Nous parlerons donc à ces morts, et non pas seulement de ces morts, nous parlerons donc à ces morts, afin qu'ils ne soient pas anéantis. » Son intervention de 1973, aussi donc près d'un demi-siècle, sur l'enfer du ghetto de Varsovie, constitue une attaque directe contre le verba seria dictu, les paroles sérieuses d'un président de la République d'alors qui invite les Français et la France à passer à autre chose, je cite, à passer à autre chose que la Shoah et la collaboration. Jean Kelevitch s'élève alors vigoureusement. Et voici ce qu'il dit. Nous ne rendrons pas à nos contemporains le service de les débarrasser du jour au lendemain de ce petit souci. Ce serait trop facile. Nous ne les aiderons pas à cesser d'y penser. Comme il s'agit de la plus monstrueuse entreprise d'extermination de toute l'histoire humaine, on ne doit pas s'étonner si nous en parlerons sans cesse, au risque de déranger les bonnes consciences. Fin de citation. Face au confort moral de ceux qu'il nomme les anciens inciviques et de celui qu'il nomme le grand penseur qui mourra dans son lit de grand penseur, Jean Kelevitch évoque le Sirius Heidegger et il conclut à titre définitif: au demeurant, ni moi, ni mes amis, nous n'engagerons la conversation avec les métaphysiciens du national-socialisme, ni même avec leurs amis, ni même avec les amis de leurs amis. Ces pensées vont davantage, et même exclusivement, aux suppliciés de la résistance et de la Shoah. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Nous qui avons eu l'ineffable bonheur de survivre, de revoir le printemps et la lumière de la liberté, nous ne valions pourtant pas mieux que ces martyrs. Pensez à eux et méditez dans le recueillement sur le sens de leur sacrifice et de leur irréparable calvaire, c'est sans doute la moindre des choses. Enfin, chers amis, je crois indispensable aujourd'hui de terminer cette intervention par une citation de Vladimir Jean Kelevitch qui met en relief d'une part la profondeur d'une pensée anticipative, parce qu'ancrée dans l'effort de recherche des causes, et d'autre part sa connaissance du pays dont ses parents avaient dû fuir l'antisémitisme. Pour mieux apprécier, veillons à nous remémorer qu'il possède lui-même un diplôme de russe de l'école des langues orientales. Ce texte de Jean Kelevitch est relatif à son refus de tout attentisme, pourtant si courant à l'époque, dans la solidarité à apporter à la Tchécoslovaquie lors de l'invasion par des chars soviétiques en 1968. Voici cette citation de notre philosophe qui était, une fois de plus, bien seul dans la lucidité face à la chape d'hypocrisie pensante et pesante. Je le cite: « On peut toujours faire quelque chose. Penser le contraire, c'est d'abord, c'est déjà, et d'abord démissionner. La cause n'est jamais perdue, surtout avec l'URSS. En effet, et nous l'avons souvent remarqué au cours des nombreuses campagnes que nous avons pu mener pour la défense des droits de l'homme dans cette région, et ce fut le cas pour Stern, Kuznetsov et dernièrement Sakharov, l'URSS est coutumière des capitulations rapides et imprévues. L'URSS est coutumière des capitulations rapides et imprévues. Plus que jamais, nous devons tirer les leçons de la résistance et avancer sur notre route avec au cœur et à l'esprit la volonté de ne pas céder. Peut-être serez-vous d'accord si je conclus en disant qu'on ne saurait mieux dire, car le métaphysicien possédait admirablement le sens du temps qui naît chez le musicien. Le mémorialiste fidèle a combattu la vision étriquée de l'oubli, la vision étriquée de l'oubli que j'appelle le sérieux, pour ouvrir à la fraternité. Je cite encore Jean Kelevitch, et cette phrase est issue de son Henri Bergson.
Aussi est-ce dès ici-bas que doit fleurir et refleurir dans nos cœurs l'invisible cité où les hommes n'ont plus ni faim ni soif, ne grelottent plus de misère et de joie et ne souffrent plus les uns par les autres. Voilà qui a du poids au sens du latin serium, mais qui est aussi impalpable que l'espoir. Le métaphysicien raisonne, le musicien étudie les notes qui résonnent, et le mémorialiste arraisonne l'oubli. Au-delà de l'esprit de sérieux s'impose la gravité face à l'existence indissociable de la dignité que mérite chaque être humain, cette exigence si présente dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à la demande de René Cassin, mais cela constituerait l'objet d'une autre intervention.